Que la paix soit sur vous. On a eu un petit problème technique. Ça n'empêchera pas qu'on reprenne pour une allocution des plus importantes, pour une allocution des plus déterminantes. En l'occurrence, la décision, la déclaration de guerre, la trahison, l'ultime trahison de la CEDEAO, qui sous la direction de l'oligarchie d'Occident a décidé d'attaquer un peuple frère qui n'a commis qu'une seule et unique faute, vouloir se réapproprier ses ressources minières. Le général Tchani, qui auparavant était du mauvais côté de l'histoire, a décidé de se ranger du côté du peuple, a décidé de faire en sorte de se réapproprier les ressources minières pour les Nigériens. C'est seulement une mise au point que nous voulons faire ici par rapport à cette désinformation, cette intoxication faite dans des plateformes évidemment qui sont faites pour la circonstance et pour l'objectif. C'est celui de désinformer, manipuler le maximum de personnes possibles dans leur plateforme dédiée pour la cause. Celle de faire croire qu'ils sont dans une lutte noble, qu'ils sont les victimes et que les autres, c'est-à-dire les Occidentaux, sont les bourreaux. Il s'agit de revenir sur 3 informations, entre guillemets, qui sont en train de circuler et pour lesquelles nous avons été interpellés. Il s'agit notamment de la nomination de cette ambassadrice des États-Unis pour le Niger et l'interprétation qui a été faite par rapport à ce geste des États-Unis. Les panafricains ou les Africains en panne sont en train d'interpréter cela comme étant une légitimation des putschistes par les États-Unis. 1. Deuxièmement, ils insinuent qu'il y a eu divergence de point de vue ou de stratégie entre les alliés de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis et la France. De quoi s'agit-il en réalité? Nous allons vous l'expliquer dans cette petite et courte vidéo, mais en même temps vous prouver de ce que nous sommes en train de dire, la panique se trouve de quel côté? Et pour finir, nous expliquer aussi, parce qu'il y a eu aussi une interprétation par rapport à l'unicité ou bien à la convergence des opinions ou des stratégies entre les alliés, les États-Unis et la France sur l'option militaire. Vous allez écouter ici l'intervention d'abord de Kémi Séba, qui est l'un des moteurs de cette manipulation, de cette désinformation, de tout ce que vous savez par rapport à de ce sentiment aujourd'hui anti-français, anti-occidental. Vous allez l'écouter lui-même, la colère qu'il est en train d'exprimer, les salves d'abord le ton qu'il emploie, et vous allez savoir à partir de là qui est dans une position de faiblesse. Et contrairement à ce qu'on est en train de vous raconter dans les plateformes, qu'ils ont la situation, qu'ils contrôlent la situation, ils ont la maîtrise de ce qui se passe et qu'au contraire, il n'y a rien à craindre de circuler, il n'y a rien à faire parce qu'il n'y aura pas d'option militaire. Écoutez le ton, écoutez les points qu'il est en train de donner et la menace qu'il effectuera. Et on sait très bien, quiconque devient faible, il devient menaçant, il devient violent. Écoutez ce qu'il dit avant qu'on ne vienne au point. Le Niger, un des pays les plus pauvres de la planète, alors qu'il est sur le terrain des ressources minières, l'un des pays les plus riches. Le Niger qui fournit en électricité la France, alors que le Niger vit en dessous du seuil de pauvreté, toujours avec des coupures récurrentes d'électricité. Le Niger a décidé de pouvoir se réapproprier sa propre destinée. Toutes celles et ceux qui se lèvent pour protéger nos populations, nous sommes connectés définitivement, vous le savez. Quant au gouvernement français, si le général Tchani est attaqué d'une façon ou d'une autre, c'est le gouvernement... Écoutez les menaces qu'il profère. Et comme on a dit encore une fois, quiconque menace se sent attaqué, se sent acculé, se sent en faiblesse. Voilà pourquoi il menace. Et pour qui connaît Kémi Séba, on sait que lorsqu'il a la situation en main et qu'il la contrôle, il a certes un ton radical, mais il n'emploie pas
En fait, il ne s'exprime pas de cette façon-là. Écoutez très bien les menaces qu'il profère à l'endroit de ces pays-là qui ont décidé de prendre leurs responsabilités pour venir régler cette anomalie aujourd'hui qui est cette tentative de coup d'État au Niger. Il s'adresse au Sénégal, à son président. Il s'adresse au Bénin, à son président. Il a rappelé que lui, il est béninois d'origine, mais il ne sait parler aucun mot, aucune langue des langues nationales africaines. Et c'est lui qui se prétend être, et qui prétend être un panafricain. Comprenez combien de fois la manipulation de cette jeunesse aujourd'hui qui est séduite par le langage facile, par la fluidité des mots, quand lui, il est en train de parler, parce que tout simplement, c'est un bon parleur. Mais en réalité, quand vous regardez au fond, vous comprendrez très bien qu'en plus d'être un imposteur, c'est un manipulateur qui est lui, Kémy Séba. Mais écoutons. Le gouvernement français et ces ambassades françaises que nous tiendrons responsables. Nous n'appelons pas à la violence, vous me connaissez. Tu es un vrai lâche. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est l'appel à la violence. Tu es en train d'inciter les jeunes à aller s'attaquer à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, l'ambassade du Bénin et l'ambassade du Sénégal, sans réaliser, ou tu le réalises très bien, les conséquences d'un tel geste vis-à-vis les citoyens, les ressortissants du Niger se trouvant dans ces pays. C'est vraiment irresponsable de la part de Kémy Séba, qui indirectement incite et suggère aux Nigériens d'aller s'attaquer aux représentations diplomatiques du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Et nous savons très bien que le Niger, après le Mali, a le plus grand nombre de ses ressortissants se trouvant dans ces pays cités-là. Imaginez une répression, une réaction à la hauteur d'un tel acte que poseront ces Nigériens. Mais ils sont assez intelligents pour ne pas le faire. Seulement, il faut montrer combien de fois le problème, l'anomalie africaine aujourd'hui, ce sont ces panafricains, ce sont ces Africains en panne qui ont tout raté en Occident et qui espèrent aujourd'hui se racheter, se rattraper en faisant des contrats ou en faisant des collisions avec ces pays aujourd'hui, la Russie, ces pays, en tout cas, il n'y a pas de démocratie. Mais écoutons-le. Mais nous appelons à l'autodéfense et à l'intelligence. Si vous attaquez nos semblables, ne soyez pas surpris si le peuple veut répondre. Bazoum est un traître. Vous dites qu'il a été élu légalement. Son parti tenait déjà en otage le pays, le parti d'Issoufou. Et il y a eu une passation de pouvoir. On est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup. Et il y a une passation de pouvoir. Vous le savez, nous le savons. Tout le monde le sait. Si aujourd'hui que Bazoum est tombé, le peuple se mobilise et crie sa fierté et sa joie, c'est parce que Bazoum n'a jamais été le candidat du peuple. Nous voulons récupérer nos ressources. Nous voulons profiter de notre propre destinée. Voilà, récupérer des ressources pour aller les brader avec un seul acheteur qui va dicter les prix contre des armes plutôt que d'avoir des infrastructures pour le peuple. Qu'à cela ne tienne, écoutez la dernière partie de ces menaces. C'est la dignité, c'est la fraternité. Mais pour qu'il y ait justice, il faut que ceux qui font le mal soient... Pendant longtemps, la trahison a payé en Afrique. Mais nous sommes une nouvelle génération. Et la trahison sera sanctionnée d'une façon ou d'une autre. Soit par l'histoire, soit par d'autres voies. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Nous ne craignons que Dieu. Et nous nous battons l'honneur de nos ancêtres méritants. Vous ne nous faites pas peur. Nous n'avons plus peur. Nous ne voulons qu'une seule chose, c'est la justice, c'est la dignité, c'est la... Voilà. Quand quelqu'un parle de peur, quand il dit qu'il n'a pas peur, en réalité, c'est parce qu'il a peur. C'est une stratégie connue par ceux qui sont des experts en communication, que lorsque quelqu'un dit « nous n'avons pas peur », il insiste encore sur le mot.
Ça veut dire justement qu'il sent sa peur, mais il essaie de la dissimuler. Aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas comprendre combien de fois ces panafricains qui pensaient qu'il n'y aura pas de représailles contre cet autre affront à l'endroit de la CEDEAO ont compris que finalement il y aura cette option militaire et sera appliquée. Ils ont compris qu'ils sont en difficulté parce qu'ils voient la souffrance du peuple nigérien aujourd'hui qui ne peut plus tenir le coup. Ils sont en difficulté ceux-là qui ont instruit et qui ont incité, qui ont été les architectes pour pousser ces militaires-là à commettre ce geste qui leur sera très fatal, qui leur coûtera très cher. Aujourd'hui, ils ont compris justement la fragilité des personnes qu'ils ont essayé d'induire en erreur. Les Kémi Séba, justement, sont dans cette logique-là. Ils sortent pour faire croire que la situation n'est pas si grave que ça et qu'il faut la banaliser. Mais en même temps, ils expriment sans se rendre compte ce sentiment de faiblesse, mais ce sentiment de panique aujourd'hui qui est dans leur camp. Et justement, puisqu'ils ne comptent pas que sur une seule stratégie, ils ont aussi cette stratégie de désinformation. Vous avez entendu sûrement, après la publication de ce reportage-là, que nous vous invitons à écouter attentivement, c'est qu'aujourd'hui, ces panafricains sont en train d'interpréter et faire croire qu'il y a une divergence d'opinion, il y a un divorce, il y a le torchon qui brûle, pour répéter les termes du journaliste, entre les alliés de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis et la France. Écoutons le reportage. Les États-Unis seraient prêts, dans ce contexte de crise avec Niamey, de faire accréditer leur nouvelle ambassadrice. Elle s'appelle Kathleen Fitzgibbon. Pour en parler, Cyril Payen est avec nous en duplex d'Abuja. Bonjour Cyril. Est-ce que cette éventuelle arrivée de l'ambassadrice Fitzgibbon vaudrait reconnaissance de facto par les États-Unis du régime putschiste à Niamey? Écoutez, c'est difficile de répondre directement à cette question. D'abord parce que de source américaine, il n'y a pas du tout de confirmation. Tout ce que je peux dire à ce stade, c'est que quelques heures après que l'affaire a sorti, eh bien, ça agite évidemment. On peut imaginer le landerneau diplomatique, notamment de la part des pays alliés, stratégiquement alliés et de coopération du Niger. Donc, on peut penser que le torchon brûle un peu entre Paris et Washington pour donner une vision assez claire de la manière dont on veut résoudre la crise. Donc, effectivement, c'est aussi des hasards du calendrier, peut-être. Le Sénat américain qui valide la nomination de Kathleen Fitzgibbon le 27 juillet. Le 27 juillet, c'est quand même le lendemain du coup d'État à Niamey. Le fait que cette diplomate chevronnée, qui connaît parfaitement l'Afrique, d'ailleurs elle est ici à Abuja, c'est la numéro 2 de l'ambassade américaine ici, elle soit annoncée selon des sources diplomatiques pour une arrivée très prochaine. On parle potentiellement du début de semaine. Et bien tout cela, oui, agite notamment certains diplomates français qui voient évidemment, même si évidemment on pointe du doigt qu'elle ne viendrait pas avec des lettres de créance, donc du côté diplomatique cela signifierait qu'elle n'aura pas de contact direct avec les militaires putschistes. Eh bien, l'interprétation est très claire, c'est qu'en fait tout cela peut donner un blanc-seing à la junte militaire qui peut utiliser très très largement cette potentielle arrivée de la diplomate américaine dans une ambassade qui n'a pas été, où il n'y a pas eu d'ambassadeur depuis 1 an et demi. Pourquoi choisir ce moment? Eh bien tout cela pourrait être évidemment largement utilisé politiquement par les putschistes, eh bien pour valider leur action, valider le gouvernement qui a été créé par eux. C'est un pays où il y a en fait 2 gouvernements si on suit la Constitution, puisque le président Bazoum est toujours constitutionnellement le président du pays. Donc oui, des turbulences diplomatiques, là où on ne l'imaginait pas au sein du bloc ouest-africain de la CEDEAO, mais plutôt entre les pays alliés, les alliés traditionnels, c'est-à-dire Washington et Paris. Sur l'intervention militaire annoncée de la CEDEAO, justement, sur la gestion de cette crise par la CEDEAO, est-ce qu'il y aurait des divergences de point de vue entre Paris et Washington? Là aussi, c'est extrêmement compliqué. Avant de parler de divergence de point de vue, il faut évoquer surtout une convergence d'intérêts et de coopération, notamment stratégique. Les Français, on l'a beaucoup souligné, sont présents. Le redéploiement après la sortie de la force Barkhane au Mali il y a 1 an, presque jour pour jour, a opéré son redéploiement beaucoup plus discret, de 1500 soldats, plus quelques forces spéciales dans la base militaire de Niamey, où personne ne bouge depuis le 26 juillet, en attendant de voir ce qui va se passer. Du côté américain, c'est au moins 1100 soldats, une base de drones hautement stratégique dans le nord du pays, à Agadez, sur laquelle, on le sait, les Américains tiennent beaucoup. C'est la clé du renseignement dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, de la Libye également. Une autre base de renseignement à Dikou et une base à Niamey. Évidemment, cette convergence, c'est l'intérêt de rester. Mais les Français, on le sait, puisqu'ils sont échaudés avec les aventures burkinabées et maliennes, ne resteront pas à n'importe quel prix. Évidemment, on parle déjà, pourquoi pas, de ligne rouge franchie et d'après tout d'un départ potentiel des troupes françaises, d'autant qu'elle a été réclamée déjà par la junte militaire nigérienne. Mais du côté américain, peut-être que effectivement, de sources diplomatiques, on pourrait interpréter
interpréter. Si évidemment, attention aux mots, cette nomination était confirmée, et surtout l'installation de cette ambassadrice était confirmée, faisant suite, je le rappelle, jeudi dernier, au voyage d'une diplomate de très haut rang qui a créé la surprise en atterrissant à Niamey, une diplomate américaine pour tenter de négocier. Bien, tout cela pourrait être interprété en une forme de divergence pour absolument à tout prix garder ses bases militaires en dépit de la situation politique dans le pays. Cyril Payen, envoyé spécial de France 24 à Abuja, Niger. Voilà. Vous avez écouté ce reportage qui a été sorti de son contexte. Aujourd'hui, les panafricains sont dans leur plateforme où ils abreuvent, ils gavent les personnes d'une instruction faible ou d'une connaissance réduite, sinon parfois inexistante, de la diplomatie ou de ses rouages ou comment fonctionne la nomination d'un ambassadeur, comment ça fonctionne, surtout quand il s'agit des États-Unis. Ce que vous devez savoir d'abord, c'est que les États-Unis ont une façon de nommer leurs ambassadeurs qui obéit ou qui suit un circuit très long. Il ne s'agit pas de choisir un diplomate ou un potentiel diplomate et de lui dire, bon, le lendemain, prends le premier avion qui va dans tel pays parce que tu es nommé ambassadeur là-bas. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Les États-Unis, d'abord, vous connaissez sa façon d'accéder au pouvoir. Ils ont une démocratie au suffrage universel indirect. Ça montre la particularité des États-Unis. Mais le Sénat américain aussi a une force. C'est-à-dire que quand un président de la République propose la nomination d'un fonctionnaire, sa nomination n'est acceptée que lorsqu'elle est validée et confirmée par le Sénat. Mais entre ça, il y a 5 étapes que le décret doit suivre. Une fois que la personne est choisie par le président, en l'occurrence Joe Biden, ils discutent avec le candidat, ils regardent le profil, ils font ce qu'ils appellent l'entrevue. Lorsque l'entrevue est réussie, le dossier du candidat est pris et proposé au Sénat. Donc, le jour de l'entrevue et la déposition de la candidature, sa proposition pour confirmation au Sénat, il y a quelques jours qui s'écoulent. Et une fois que la candidature est déposée au Sénat, ce n'est pas le même jour que le Sénat examine le dossier. Donc là aussi, il y a des jours qui s'écoulent, voire des semaines. Et lorsque le jour de l'étude de dossier arrive au Sénat, il y a ce qu'ils appellent d'abord, est-ce que ça mérite notre attention? Ils appellent ça discussion pour éventuellement un accord. Une fois que cette troisième étape encore est franchie, là, ils procèdent à ce qu'ils appellent le vote verbal. C'est-à-dire que les membres concernés par le décret, en l'occurrence les affaires étrangères, ils ont des sénateurs qui sont chargés des affaires étrangères. On les appelle the Foreign Affairs Senators. C'est comme ça on les appelle. Ce Sénat-là, comme celui de la défense, ou bien des sénateurs chargés de la défense, de la santé, de l'immigration, ils donnent aux spécialistes la candidature qui sont en charge, ils l'étudient. Et lorsque maintenant ils valident, c'est cette validation et cette confirmation qui sera donnée au président pour lui dire le dossier que tu nous avais donné, nous l'avons étudié et nous donnons un avis favorable pour que tu puisses confirmer ton choix. C'est en ce moment que cette lettre-là est obtenue par le président. C'est cette lettre qui joint à la lettre de mission du candidat pour lui dire désormais tu es libre d'aller prendre le vol qui te convient et tu as pour mission d'aller t'installer à tel pays. Prenons l'exemple de l'ambassadeur guinéen, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, qui est Troy Damiel Fitrell. Biden a accédé au pouvoir au mois de décembre 2020, après que Alpha Condé ait fait son forcing au mois d'octobre de la même année. Mais il se trouve qu'au moment de la présidentielle en Guinée, l'ambassadeur qui se trouvait aux États-Unis à Conakry était décédé par suite de crise cardiaque. Ça, c'était aux alentours, en tout cas après le référendum, le double scrutin du mois de mars 2020. Donc, les États-Unis étaient sans ambassadeur à partir de la période du décès jusqu'au moment où Alpha Condé a obtenu son forcing pour un troisième mandat.
Rappelez-le qu'il a fait au mois d'octobre. Joe Biden a pris les rênes des États-Unis au mois de décembre, mais il n'a fait la proposition de l'ambassadeur qu'au mois de juin, plus précisément le 15 juin 2021. Et quand il a fait cette proposition le 15 juin, donc comprenez qu'il a pris fonction au mois de décembre, il a prêté serment au mois de janvier, mais il a fallu qu'il y ait 5 mois, c'est au 6e mois qu'il a fait la proposition de son ambassadeur pour un poste qui était déjà vacant plus d'une année. Lorsqu'il a fait la proposition au Sénat, le Sénat a examiné pour discussion le dossier le 5 août. Donc vous voyez, du mois de juin, juillet, août, ce n'est que le 5 août qu'ils ont discuté pour éventuellement donner un avis défavorable ou favorable. Le 19 octobre 2021, ils ont donné l'avis favorable pour la confirmation. Et ce n'est qu'au 18 décembre qu'ils ont fait le vote à main levée pour confirmer ce candidat qui n'a pris fonction en Guinée que le 19 janvier 2022. C'est-à-dire 1 an depuis que le président des États-Unis a pris fonction et 8 mois au total depuis que son dossier a été dans le circuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est qu'entre le mois de juin et le 1er janvier 2022, il y a eu un coup d'État le 5 septembre. Mais ce coup d'État n'a pas du tout fait une entrave à l'évolution du dossier parce qu'en réalité, la nomination d'un ambassadeur obéit aux règles et aux priorités du pays qui nomme et non au pays qui reçoit. C'est contraire que lorsqu'on dit que, par exemple, le Niger a réussi à se faire accréditer dans un pays alors qu'ils sont dans un état d'exception. C'est complètement différent. Pour le cas de la Guinée, par exemple, la Guinée a pu nommer un ambassadeur pendant que nous sommes en état d'exception, mais cet ambassadeur non seulement a été nommé en catimini, et cet ambassadeur est là-bas en sorte de punition, et c'est dans un pays, un royaume, qui est le Maroc, le royaume chérifien, et qui connaît la relation entre la Guinée et le Maroc, on sait très bien, c'est le prolongement du Maroc qui est la Guinée, ou bien le prolongement de la Guinée qui est le Maroc. Depuis le temps de feu Sékou Touré, les relations entre le roi du Maroc à l'époque et le président à l'époque de la Guinée étaient tellement fortes que des Guinéens n'ont même pas besoin de visa pour aller au Maroc à l'époque. Bon, bref, ça c'était tout simplement pour vous expliquer qui est la dame Catherine McGuigan qui est nommée ou qui a été proposée. Son dossier était déjà dans le circuit pendant que c'était Bazoum qui était au pouvoir. D'ailleurs, ce qui explique la confirmation par le Sénat, ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure pour l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, hasard de calendrier, il y a eu cette tentative de coup d'État le 26, le 27, puisque le dossier déjà suivait son cours normal. Ils ne veulent pas du tout l'interrompre à cause de ce coup d'État parce qu'ils savent que c'est une tentative de coup d'État et que le président va être remis à ses fonctions et rétabli dans ses droits. Ils ont confirmé leur choix le 27. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette ambassadrice se trouvait déjà au Nigeria, donc le pays voisin aujourd'hui d'ailleurs, comme par hasard, qui est celui-là dont le président est en même temps le président de la CEDEAO, donc qui pilote ses opérations et qui est ferme par rapport à ces coups d'État. Donc comprenez par là que le choix de cette dame-là n'était pas du tout fortuit. C'est d'ailleurs dire que les États-Unis étaient certainement au courant de ce qui allait arriver. Voilà pourquoi celui-là qui est en charge de piloter la CEDEAO va aussi être épaulé ou bien va être appuyé ou en collaboration avec cette dame qui était la seconde personnalité à l'ambassade des États-Unis au Nigeria, qui connaît très bien la région et qui viendra sans lettre d'accréditation. Ce qui montre encore une fois qu'elle vient pour gérer les affaires courantes de son pays, mais il ne viendra pas du tout au nom de son pays s'adresser à ces putschistes, ce qui pourrait être interprété comme étant une légitimation de ces putschistes. Comprenons-nous que donc quiconque dira dans vos plateformes que les États-Unis ont validé ou ont légitimé le CNSP, c'est faux. Quiconque vous dira que cette nomination, elle est faite au temps de ces putschistes-là, c'est encore faux.
Parce que vous avez compris qu'entre la proposition et la validation et la prise de fonction, il y a tout un océan de temps qui va jusqu'à 1 année pour que cela puisse arriver. Ensuite, est-ce qu'il y a une divergence entre, comme l'a dit le journaliste, est-ce que le torchon brûle entre la France et les États-Unis? Là aussi, c'est non. Parce que justement, comme on vous l'a expliqué, le circuit suivait déjà son cours normal et que la coalition de l'OTAN continue toujours de fonctionner, mais que la France étant déjà échaudée, comme l'a dit le journaliste, au Bénin, au Burkina et au Mali, se sent un peu faible par rapport à la gestion de la crise africaine de la sous-région. Mais les États-Unis, que la France participe ou pas, a décidé de prendre le leadership et de gérer la situation en bon père de famille parce qu'elle a déjà stratégiquement des intérêts sur le terrain. Entre autres, ces intérêts, cette base militaire qu'ils ont installée là, pas pour le Niger, mais pour la sous-région ouest africaine et celle de l'Afrique centrale, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces zones-là aujourd'hui sont secouées par des mouvements de terrorisme. Donc, le fait d'avoir cette base là-bas au Niger qui fera que les États-Unis ne vont pas quitter, obéit justement à cette mission qu'ils ont bien avant qu'il y ait cette tentative de coup d'État. Donc, arrêtez de faire croire qu'il y a une divergence entre les deux, même si aujourd'hui, aussi tenté que la France se retire dans cette opération, les États-Unis ont décidé de poursuivre cette opération parce qu'il y va de l'intérêt des États-Unis. Voilà, donc il faudrait que vous sachiez, et de l'intérêt de la sous-région parce que sa stabilité en dépendra et qu'à cause de ça, les États-Unis sont déterminés à aller. S'agissant maintenant de l'option militaire, cette option militaire, elle est encore maintenue, elle aura lieu parce que ce sont les États-Unis qui ont décidé de barrer le chemin à Wagner. Et aujourd'hui, vous savez très bien que partout où Wagner et les Russes sont entrés, c'est bonjour les dégâts, au revoir la démocratie, la stabilité et les droits de l'homme. Et les États-Unis étant les gendarmes justement du monde, étant la plus vieille démocratie qui œuvre pour qu'il y ait cette démocratie, ne se laissera pas faire et n'attendra pas que la France, qui est en train de perdre du terrain et qui est en train de perdre de l'influence, qu'elle soit celle qui va gérer. La même chose qui s'est passée au Rwanda, c'est-à-dire le changement de paradigme et la séparation de la francophonie pour aller vers les anglo-saxons, pourrait très bien se faire dans la sous-région parce qu'aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas constater que la France est en train de faire de la mollesse dans ses actions et dans sa prise de décision. Il y a de l'hésitation et cette hésitation n'est pas du tout profitable à la France et les États-Unis ont compris ça. Voilà pourquoi ils ne laissent pas leur destin entre les mains de la France. Ils essayent d'agir toujours en respectant le protocole international entre les puissances, entre les pays, mais en même temps aussi, ils privilégient cet intérêt qui est celui de savoir que si toutefois l'OTAN perd du terrain en Afrique de l'Ouest et au Sahel, ça va être au profit de ces Russes, de Wagner, comme ce fut le cas en Afrique centrale, en Centrafrique plutôt. Donc, ils ne laisseront pas cela aller. Et donc, à l'attention ou à l'intention de ceux-là qui sont en train de se faire gaver par ces fausses informations, faire croire qu'il y a une divergence entre les deux. Il n'y a pas de divergence. Il y a juste un changement ou une différence de stratégie entre les deux. La France va reprendre la main parce qu'elle va d'abord commencer par ces mesures qui se feront en Europe. Le rapatriement de toutes ces personnes-là qui sont assises en France, en train de prôner l'éviction ou bien l'expulsion de tous les Occidentaux des pays africains, alors qu'eux, ils sont assis en Europe là-bas, en l'occurrence en France, ils seront tous chassés, ils seront tous expulsés, mais en même temps aussi, cette mesure d'interdiction de visa et des vols français vers ces pays-là cités, ça aussi, ça aura ses conséquences, ça aura ses effets. Donc ça aussi, c'est une action que la France est en train de mener en mesure de représailles ou bien pour corriger cette anomalie. Et sachez que l'un dans l'autre, il y aura justement des conséquences, il y aura des actions communes parce qu'il s'agit de l'OTAN, il s'agit des intérêts qui vont au-delà et qui sont au-dessus de ces simples faits de se dire que la France et les États-Unis. Voilà, c'est ça qu'on voulait apporter. Pour finir, pour ceux qui sont en train de dire aussi dans les plateformes que
Patrice Talon a finalement changé d'avis après la réunion du 30 et après la réunion du 10 plutôt, et qu'il a décidé finalement d'ouvrir son pays, le Bénin, au Niger pour que les importations nigériennes puissent entrer par le Bénin et donc qu'il se désolidarise de la CEDEAO parce que nous dit-on, d'après ces allégations ou d'après cette désinformation, qu'il a subi des pertes et qu'il a constaté que son port, le port de Cotonou, a subi beaucoup de pertes. Là aussi, il s'agit rien d'autre que d'une manipulation, qu'une infox qui n'a pas de fondement. Mais vous allez voir, vous avez écouté Kémy Séba qui exprime justement sa colère, sa frustration, mais plus son inquiétude. Ça montre que la peur a changé de camp et que plutôt que de faire croire à l'opinion qu'ils ont le contrôle et qu'ils maîtrisent la situation, ils n'ont pas la maîtrise. Eux, ils savent très bien que l'option militaire aura lieu. Voilà pourquoi ils sortent pour menacer. Et nous rappelons encore une fois que cette menace-là ne sera pas du tout sans conséquence et que si toutefois les Nigériens arrivent à tomber dans ce piège-là, d'aller s'attaquer aux représentations diplomatiques du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, ce sont les ressortissants nigériens qui en paieront le prix et qui seront le plus ceux-là qui vont en pâtir par rapport à ce acte qui ne sera pas du tout toléré. De la même façon que l'Europe expulsera les ressortissants qui sont entrés de ces pays-là, qui sont entrés aujourd'hui d'après à la haine, c'est la même façon aussi que les pays-là de la sous-région CEDEAO fera des représailles contre les ressortissants du Niger. Sachez-le très bien et analysez très bien les conséquences d'un acte que vous poserez. Kémy Séba est ailleurs, il n'est pas du tout concerné par ce que vous êtes en train de faire, il a son passeport européen qu'il utilise pour se déplacer, il est dans des pays où il n'appelle pas du tout à ce qu'il y ait de la violence dans ces pays où il est, il n'est pas devant pour prendre la tête de ces marches et de ces manifestations dont il vous appelle à faire. Donc, comprenez que si vous faites en sorte que vos ressortissants soient exposés et mis en danger, vous serez les principales victimes et vous serez aussi, vous récolterez aussi les pots cassés et les conséquences, vous les subirez tout seul. Kémy Séba, il s'est mis à l'abri, il est en train de jouer ses propres notes, il a son propre agenda qu'il vous cache, il vous manipule, il vous fait croire qu'il a la situation au contrôle et qu'il y aura une victoire au bout de cette lutte-là. Cette lutte, vous l'avez déjà perdue d'avance. Il ne s'agit pas du tout de forcer la situation parce qu'il est en train de dire que si toutefois il y a attaque, si toutefois il y a ceci, il y a cela, c'est la France qui sera tenue pour responsable. La France ne sera pas du tout tenue pour responsable. Les États-Unis ne seront pas du tout pris pour responsable. Ce sont des pays sous la bannière d'une organisation sous-régionale qui seront pris pour responsables. Et ce ne sont pas eux qui seront tenus pour responsables de l'assaut, parce que l'assaut vient pour rétablir l'ordre et le régime constitutionnel contre des gens qui ont décidé d'aller vers le désordre. Donc, les personnes qui seront tenues pour responsables, c'est ceux-là qui ont appelé à la haine, c'est ceux-là qui ont appelé à la violence, et ceux-là qui se sont entêtés dans leur position, c'est-à-dire les putschistes, et qui n'ont pas voulu entendre raison. Donc voilà, c'est le message là qu'on avait à vous donner. Comprenez-le tel qu'on vous l'a donné. Si vous n'arrivez pas à comprendre, et nous sommes très heureux de voir que les Nigériens ont compris très bien, voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de demander à ce que les mesures de restriction et de sanctions soient levées, parce qu'ils voient déjà que le panier de la ménagère ne fait que monter, le prix, que devenir cher. Les prix sont en train de monter de manière très exponentielle et ils comprennent qu'aujourd'hui, ce bras de fer ne va pas du tout leur être profitable. Il y en a déjà qui ont commencé à se faire entendre, malgré la répression, malgré les menaces de ces putschistes sur la population qui veut se faire entendre, mais on ne peut pas du tout cacher le soleil par la main. Voilà, c'était ça qu'on avait comme message à vous livrer. Merci pour votre fidélité et nous osons espérer que vous allez être raisonnable, compréhensive et vous allez vous détourner de ces panafricains qui vous font croire qu'ils aiment l'Afrique, alors que lui, par exemple, Kémy Séba, il ne parle aucune langue africaine, il a un passeport européen, il vous s'adresse à vous en français et c'est lui qui vous fait croire que le mal, ce sont les Français. Il parle dans la gorge
dans un Français qui s'est très bien manipulé et qui s'est très bien utilisé, et c'est lui qui vous fait croire qu'en réalité, ils sont contre la France. Il n'est pas contre la France, il est contre les intérêts de ces pays-là, dont il manipule les ressortissants, dont il manipule la jeunesse, et les conséquences, c'est nous qui les subirons. Voilà pourquoi nous ne nous tairons pas, nous ne laisserons pas sur l'affaire et nous le dénoncerons dans la mesure du possible. Que la paix, le salut soit sur vous. Ça, c'est pour limiter. Voilà.